Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveview.com, catégorie podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté de Productiveview sur Facebook ou Twitter et vous pouvez aussi m'encourager via la plateforme Tipeee et je remercie tous ceux qui se sont récemment inscrits sur cette plateforme et qui me soutiennent. C'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. Suite à l'épisode sur le résumé du livre Holacratie, j'ai pris contact avec un consultant et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Bernard-Marie Chiquet, qui m'a fait le plaisir d'accepter que je l'interviewe aujourd'hui pour qu'il nous parle de la mise en œuvre de Holacratie. Qui est Bernard-Marie Chiquet ? Donc Bernard-Marie Chiquet a été plusieurs fois entrepreneur et dirigeant de grandes entreprises comme chez Capgemini, Ernst & Young, et il a été président fondateur de la société Eurexpert. Dans un second volet de sa carrière, il a acquis une compétence d'executive coach et de médiateur et de coach en holacratie depuis 2011 et il est aujourd'hui master coach, c'est-à-dire qu'il a le plus haut niveau de certification. Durant toutes ces années, en tant que dirigeant, il a constaté que les organisations étaient compliquées, qu'il y avait beaucoup de gâchis d'énergie et de gâchis humains. La structure pyramidale hiérarchique était devenue inappropriée et il est alors sorti de ce monde pour trouver des solutions à ces difficultés. Comment avoir une structure organisationnelle simple, explicite, sans jeu politique et de domination, qui s'adapte aussi vite que le changement lui-même et qui permette à l'être humain de libérer son potentiel. C'est pour répondre à cette question qu'il a créé IGI Partners en 2007, First Holacracy Premier Provider depuis 2010. Il est formateur, consultant en organisation, coach, conférencier, professeur à l'IAE Lyon School of Management et intervenant à HEC Executive Education. Il est centré sur l'évolution des modes de gouvernance et de leadership. Bernard-Marie Chiquet apporte des solutions concrètes pour sortir du statu quo et libérer les organisations. Bonjour Bernard-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Productiveview. Donc je vous ai contacté suite à la lecture du livre Holacratie, puisqu'on vous cite, l'auteur vous cite dès le début, et donc je me suis dit, pourquoi pas, allez hop, un petit coup de LinkedIn et puis un petit mail et puis nous voilà quelques semaines plus tard tous les deux. Donc merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Bernard-Marie, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que vous baignez dans le monde holacratie. Qu'est-ce qui vous a amené là ? Bonjour et merci, je suis ravi d'être là aussi et de pouvoir être… j'adore répondre à des questions qui ont trait à mes passions en fait et ma passion. Du coup, qu'est-ce que je fais avec Holacratie depuis 10 ans ? C'est venu naturellement, ça n'a pas été une décision mentale, ça s'est fait naturellement. Disons que j'ai été la première moitié de ma vie professionnelle qui a duré plus de 20 ans, j'ai été entrepreneur, manager, dirigeant d'entreprises toutes petites, la mienne, puis d'entreprises plus grandes. Et que pendant toutes ces années-là, je trouvais que j'étais moins bien que moi. Je me sentais pas utilisé au maximum, au mieux. Maximum, pas au sens de productivité, mais dans ma zone de talent et plein de trucs qui me gavaient, etc. etc. Et puis… j'ai observé que c'était vrai aussi parce que j'étais consultant, j'étais président, j'ai eu un peu toutes les postures qu'on peut trouver dans le monde conventionnel. Et j'ai trouvé ce qui était vrai pour moi était vrai pour tout le monde. J'étais effaré. Je me rappelle quand j'étais président d'une filiale de Volkswagen, qui était mon dernier job conventionnel. J'étais effaré de voir que mon comité exécutif, des gens que j'avais pour l'essentiel recrutés, franchement, ils étaient moins bien qu'eux. Et je savais ça parce que je connaissais un certain nombre en dehors du travail. Et donc, ça m'a posé question. Je me suis dit, comment se fait-il que dans les entreprises, je ne sais pas comment on s'y prend, mais il se
passe quelque chose qui fait que les gens sont moins bien qu'eux. Et bon, j'avais depuis longtemps une intuition. Je travaillais déjà en parallèle de mon métier sur ce que j'appelais la gouvernance, qui était mon mot habituel. Et j'avais l'intuition en fait qu'il était temps d'arrêter de mettre des pansements sur le modèle. Je sais pas comment on l'appelle, hiérarchique, c'est un peu fort parce qu'il s'est matricé maintenant. Enfin, le modèle qu'on a hérité de Fayol Taylor, le management classique, sur lequel d'ailleurs on n'est absolument pas formé. Il y a une matière qui existe depuis plus d'un siècle sans vraiment qu'elle soit outillée. Et c'est un ex-manager qui en parle. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là et qu'il fallait remonter à la racine. Et la racine, c'était de trouver une alternative à ce modèle-là. Et non pas de faire ce que j'ai fait. J'ai fait plein de choses. J'ai mis en place des méthodes agiles, évidemment, comme tout le monde. J'ai fait du design thinking. J'ai fait tout ça en tant que président. Et j'ai même mis en place la communication non violente. Enfin, j'ai fait un tas de trucs. Et je voyais bien que ça suffisait pas, qu'il fallait plus. Et même si ça portait énormément de bien, que ça suffisait pas par rapport à ma quête à moi. Donc, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Je parle juste de moi comme ça, mon expérience directe. Et du coup, je suis sorti de ce système pour créer un congé sabbatique là, en fait, qui s'est jamais arrêté en fait, et pour créer et chercher en fait. J'ai même rien créé au début, j'ai cherché. Je me suis formé un tas de trucs. Je me suis formé à l'intelligence collective à l'époque, on n'en parlait pas. Je me suis devenu médiateur, je suis devenu coach, etc., etc. Et puis des personnes sont venues vers moi et puis m'ont demandé de les former. J'avais jamais fait de formation et du coup, j'ai commencé à les former, mais pour les former, il fallait aussi à un moment donné que je facture, même si j'ai beaucoup de choses gratuitement à l'époque. Et du coup, j'ai créé un institut. Et cet institut, la raison d'être de cet institut, c'était justement de rien mentaliser. J'ai toujours suivi cet élan, en fait, toujours suivi ce que j'avais envie de faire. Et cet institut, en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant de la conscience dessus, qu'il était là pour expérimenter de nouvelles façons de faire que je pourrais rapporter dans le monde dans lequel j'avais souffert de ce manque. Et voilà, donc ça et puis à un moment donné, donc j'avais dans les mains pas mal d'outils, je vous ai cité sociocratie, intelligence collective, etc. Je me suis rendu compte des limites de tout ça. Ce qui apporte ces outils-là sont remarquables, je ne critique pas du tout. Simplement par rapport à la quête que moi j'avais, qui est assez haute, vous allez voir, même très haute, ça répondait pas. C'était pas assez rupturiste. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu parler d'holacratie. Brian, avec Tom, ils étaient trois, et Alexia venait juste de lancer et créer Holacracy One et lancer Holacracy. Je me suis rapproché d'eux et ça fait à peu près 10 ans. Et effectivement, quand j'ai vu cet outil la première fois, j'ai senti que j'avais autre chose dans les mains que tous les outils que j'avais pu avoir. On est sur une autre dimension, on est sur un outil de nouvelle génération. Je ne sais pas quels sont les mots. En tout cas, quelque chose de bien, bien, bien puissant et d'assez mystérieux et de complexe. Et du coup, j'ai creusé ce truc-là, j'ai lâché tout le reste puisque ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais que ce que j'ai envie de faire. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Banks et Brian. On se connaît très, très bien depuis 10 ans maintenant. Et depuis ce temps-là, donc j'ai développé, j'ai écrit, j'ai beaucoup publié, j'ai écrit une BD, je suis en train d'écrire un livre, et surtout, j'ai accompagné plus de 75, c'est il y a un an, donc on doit être à peu près à 80 entreprises dans lesquelles j'ai mis en place Holacracy. Et puis, je donne les formations certifiantes. Voilà. Et ça, c'est 100% de mon temps. À l'époque, j'étais tout seul. Maintenant, on est 5 dans cette entreprise qui ne fait que ça. Très bien. Merci de toute cette explication sur ce cheminement. Et alors, justement, vous avez mis, donc, vous dites que vous accompagnez des entreprises vers la mise en place d'Holacracy. Et comment ça se passe concrètement ? C'est des grosses entreprises, c'est des petites entreprises et comment on change cette mentalité que vous avez un peu décrite, hiérarchie, matricielle, en tout cas plus ou moins cadrée, même avec beaucoup de non-dits. Et comment on arrive à Holacracy ? Parce que c'est... Enfin, moi, en lisant le livre, je trouvais plein de choses extrêmement intéressantes qui me parlaient énormément. Et quand j'essaie de faire le rapprochement par rapport à la vie aujourd'hui en entreprise, je me dis, mais il y a quand même c'est un vrai fossé entre les deux. Et comment on arrive à faire le pont pour passer de l'un à l'autre ? Ouais. Dans quelles entreprises ? Parmi les 80, il y a de tout en fait. Il y a vraiment de tout. Je crois que les seules choses qu'on n'ait pas, c'est des banques, mais assurances, on a. Donc, c'est des petites, ou c'est des moyennes, ou c'est des grandes entreprises.
Beaucoup de Françaises, en fait, étonnamment, la France est en avance sur le plan mondial. Je connais très bien tous ceux qui interviennent au niveau mondial et on n'est pas si nombreux que ça. La France est vraiment en avance sur ce sujet-là, bien plus en avance qu'aux US. Aux US, le marché est très plat. Donc, c'est des petites, des moyennes ou des grandes dans tous les secteurs d'activité. C'est plus, si on ressort, si j'essaie, parce qu'on pose souvent la question, est-ce que c'est un secteur? Non. Je dirais que le point commun de toutes ces entreprises, c'est, j'en donnerais deux. Aller plus loin, ce serait pas sérieux, mais j'en donnerais deux, parce que 80, c'est important, mais c'est pas grand comme échantillon finalement. Le premier, c'est que c'est toujours des hommes, au sens large, ça peut être des femmes, dirigeantes qui ont un profil particulier. Ce sont des gens qui sont très, comment dirais-je, difficiles de les qualifier. Ce sont des gens qui sont visionnaires et qui sont assez souverains, qui ont une certaine forme d'intégrité, qui se sentent suffisamment à l'aise de prendre des risques pour éviter d'en prendre davantage, qui sont pas attachés, voilà, qui sont pas attachés. Je réfléchis en même temps que je vous parle, qui sont pas vraiment attachés à leur titre. Et donc il y en a pas tant que ça des patrons de ce type-là. Donc ça c'est le premier dénominateur commun. Et le deuxième dénominateur commun, c'est souvent des 70-75% des entreprises que j'ai accompagnées, c'est souvent des patrons propriétaires de l'entreprise, ce qui leur donne des marges de manœuvre que les autres n'ont pas. Oui. Évidemment. Donc voilà un peu les deux dénominateurs communs. Il y en a probablement d'autres, mais ceux-là sont à peu près évidents et correspondent à pas mal d'autres que j'ai pu voir au niveau mondial. Voilà ce que je dirais pour les entreprises. Après, pourquoi elles viennent? Elles viennent tout simplement parce que ces patrons-là, ils sont comme moi en fait. Comme tous les patrons, je pense. Je connais pas un patron qui. Vous parliez tout à l'heure du Québec, là où je suis intervenu il n'y a pas si longtemps que ça, et je faisais une conférence devant 530 patrons d'entreprises, propriétaires, et je m'amuse à discuter avec eux. Et ma question typique quand je rencontre quelqu'un après la couche sociale, qui ne dure pas très longtemps avec moi, mais c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Toujours. Ça, c'est un réflexe que j'ai depuis longtemps. Et à chaque fois, la réponse était je me rends compte que moi, en tant que patron, je suis la principale limite à la pérennité et au développement de mon entreprise. Et donc voilà, la raison, elle est simple, c'est que les outils managériaux, on va parler comme ça, les outils managériaux, quel que soit, parce qu'il n'y a pas une forme de management, il y en a autant qu'il y a d'entreprises et de managers et de styles de management, mais les outils managériaux sont très pauvres. En fait, il n'y en a pas beaucoup. En fait, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Alors, on vous fait travailler sur la posture de coach, servant leader, etc., qui sont des postures soft. Mais moi, je parle d'outils, c'est très bien. Mais moi, je vous parle d'outils pour manager. Il n'y en a pas. Quand j'étais patron d'entreprise ou patron d'une filiale, par exemple, un autre exemple, j'avais aucun attendu explicite. Je ne savais pas ce sur quoi on m'attendait. Je savais qu'il fallait que je tienne le budget. Bon, ça, comme j'ai créé des entreprises quand j'étais jeune, je sais de quoi on parle. Je savais qu'il fallait avoir une équipe soudée. Mais à part ça, j'avais aucune demande explicite, aucun attendu explicite. Si je peux juste vous interrompre une toute petite seconde par rapport à ça, parce que c'est vraiment moi quelque chose qui m'a marqué dans la lecture du livre, c'est cette besoin de tout écrire, de tout définir clairement. Et j'ai fait une petite expérience. C'est-à-dire que j'essaye d'être beaucoup plus claire avec mes collaborateurs en leur étant hyper explicite dans ce que je leur demande et c'est atrocement difficile. Mais en plus, quand c'est dans l'autre sens, quand j'ai des clients ou mon chef ou que je lui demande « mais explique-moi exactement ce que tu veux », c'est panique à bord. Les gens ne savent pas, on ne sait pas définir. C'est comme si on se complaisait dans cette espèce de flou. Ouais. En fait, c'est vraiment profond là ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est un des fondamentaux de la Crassi. Et c'est ce qui en fait quelque chose d'assez rupturiste. Enfin, je pense que ça le sera de moins en moins dans l'avenir. Mais la principale source de souffrance, ça c'est démontré par des théoriciens des organisations, la principale source de souffrance dans les entreprises, c'est les attentes implicites. Pas l'implicite, il y aura toujours de l'implicite, c'est normal. Mais je parle d'attentes implicites. Bon, puisque c'est la principale source de souffrance, ça serait pas idiot de prendre les choses à l'envers en disant mais finalement toute attente implicite ne fait aucun poids. Qui est l'article 4.1.5, on s'en fiche du numéro, mais qui est l'article important, qui est un des articles importants de la Constitution. Et donc cette règle-là que je viens de dire, toute attente implicite ne fait aucun poids, est
comment dirais-je, est un pavé majeur ou un axe fondateur pour faire une rupture, de changer, changer, tout le monde utilise le mot changer, faire une disruption majeure dans les comportements des uns et des autres. Les jeux politiques peuvent disparaître tranquillement. Il faut d'autres choses pour ça, mais c'est juste cet angle-là qui est vraiment, vraiment important. Et puis l'autre phrase, donc encore autre chose, parce que vous avez cité deux bijoux, deux mécanismes, j'appelle ça des mécanismes de nudge, si vous voulez, pour ceux qui connaissent cette théorie des nudges, qui est de quoi as-tu besoin. Et effectivement, il n'y a pas une réunion, les réunions dites de triage dans la boîte à outils Holacracy, il y a plein de trucs. Il y a un truc il y a notamment 2 réunions et 2 processus. Il y en a une qui s'appelle la triage, qui fait pour se synchroniser opérationnellement. Et la première question du facilitateur posée à celui qui a apporté un point à l'ordre du jour, c'est de quoi as-tu besoin? C'est pas raconte-nous ton sujet, de quoi tu veux parler. Non, c'est de quoi as-tu besoin. Et effectivement, à notre époque, 2019, c'est ça, peu de gens savent répondre à leur question de quoi as-tu besoin. Parce que c'est un muscle qu'on n'a pas l'habitude, probablement dans les entreprises et même en dehors, probablement, en tout cas, restons centrés sur l'entreprise, pas un muscle qu'on a l'habitude on a sous couvert de spontanéité, on est des êtres de réaction et sans doute, et ce qui fait que quand vous posez la question, les gens ne savent pas répondre, donc ils vont vous dire donc de quoi as-tu besoin, la personne va répondre, va donner le sujet. Et tout l'art de la facilitation, c'est surtout pas de savoir surtout pas de reformuler ou de comprendre avec empathie ce que dit l'autre, parce que sinon on serait en train de renforcer le mécanisme qu'on veut pas. Ce qu'on veut, c'est inviter les gens à plus de leadership, et on leur dit surtout pas ça. On leur dit ok, donc ce que tu veux là, c'est tu voudrais que quelqu'un prenne du travail, tu veux nous donner l'information, tu veux partager de l'information, ou tu as besoin d'aide. Donc le facilitateur donne juste des pistes. Pourquoi il donne juste des pistes? Pour permettre à l'autre d'avancer, de cheminer. Versus une posture de coach qui reformulerait, qui irait à l'encontre de ce qu'on veut, c'est le développement du leadership qui est acquis pour tout le monde. C'est juste après une question de pratique pour réactualiser une qualité que tout le monde a. C'est ma croyance. D'accord, c'est très clair. Et alors, comment ça se fait cette transition entre un modèle classique, on va dire, de management et cette nouvelle technologie, comme vous la définissez? Comment ça se fait? C'est difficile de répondre à la question parce qu'en fait, la façon dont on le fait, la façon, les méthodes ou les heuristiques qu'on utilise évoluent dans le temps. Ce qui est à moi, c'est 80-90% de mon travail. C'est ça en fait. Je suis un chercheur qui cherche la façon de mettre en place ce truc-là et de faire évoluer le truc, en l'occurrence Holacracy. Holacracy est une première version d'un modèle managérial constitutionnel qui va s'étendre. J'en suis intimement convaincu. Je peux me tromper, mais bon. Mais comment on fait? D'abord, on fait rien. C'est-à-dire que moi, je prospecte pas. C'est-à-dire que je publie et puis sur le net comme on peut. Et puis les patrons qui sont en recherche, à un moment ou à un autre, ils vont tomber là-dessus, ils vont entrer en contact avec nous. Je les ai au téléphone et puis je les challenge. Je les challenge sur mais pourquoi vous voulez changer? C'est-à-dire que je pense qu'un élément important, c'est d'abord et avant tout, quelle est la raison pour laquelle vous voulez transformer votre entreprise? Mais pas le truc intellectuel que tout le monde dit partout. Plus d'agilité, pour le bonheur au travail, enfin tous ces trucs. Non, il faut quelque chose de tripal. Parce que s'il n'y a pas quelque chose de tripal ressenti par le patron, ça n'ira pas très loin. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce dont on parle en termes de transition, c'est des transitions qui durent sur plusieurs années. Et plusieurs est supérieur à 5, même 6, peut-être même plus. Et puis c'est pas très grave parce que ce qu'on vise, c'est progresser. Il y a probablement pas d'objectif. L'objectif, je pense que c'est plus le chemin qu'un résultat. Donc, on parlera, si vous voulez, de self-management, mais le 100% self-management n'existe pas. Même si Morningstar, qui est probablement un des cas les plus avancés, ou Buurtzorg, c'est pas vrai. Il y a encore des boss qui font des trucs. Donc le self-management à 100%, ça n'existe pas. Donc c'est juste un chemin vers le self-management. Plus ça. Donc la première chose, c'est est-ce qu'il y a une obsession? Moi, j'utilise ce terme-là pour bien comprendre qu'on est quelque chose de tripal. S'il n'y a pas d'obsession tripale d'un dirigeant, parce que il est clé dans l'histoire, pour transformer son entreprise, ça le fera pas. Il n'y aura pas l'énergie dans la durée. Donc, je pense que quelle est la raison d'être? Je ne parle pas de la raison d'être de l'entreprise, parce qu'elle existe de toute façon. Quelle est la raison d'être de cette transformation? Et donc celle-là, elle doit vraiment être l'énergie, elle doit être palpable. Elle doit être palpable parce c'est celle qui va fueler, qui va donner du fuel pour toute la mise en place, et celle qui va être attrapée, intégrée, au-delà des mots.
par l'ensemble des collaborateurs qui, on l'espère, vont adhérer parce que ça, c'est la deuxième chose, c'est que s'ils adhèrent pas, c'est même pas la peine d'y aller, c'est trop galère. Donc, comment on fait? On fait ça au début. Et comme holacratie, c'est absolument pas un truc cognitif, ça n'a pas été conçu mentalement. C'est pas Brian, Tom et Alex qui se sont mis, en fait, c'est plus ancien que ça, il y a plus de monde, mais c'est pas eux qui se sont mis autour d'une table et qui ont dit demain matin, on va inventer un nouveau système. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de la chance, on a quelque chose qui est un peu puissant. La première chose, c'est de les faire pratiquer. Donc, on construit avec donc voilà, j'accompagne le dirigeant qui m'appelle et puis assez rapidement, on va co-construire un séminaire pour essayer holacratie pour de la fausse, mais pour de la vraie pendant le séminaire, avec probablement un certain nombre de personnes choisies. Il y a plein de critères pour ça. Pour qu'ils puissent faire l'expérience, pas que intellectuelle, mais tripale aussi, de ce que ça serait d'avoir holacratie dans l'entreprise. Et puis après, ça c'est la première grosse étape. Si derrière ils disent, là la fin, en général, ça dure entre 2 et 4 jours, plutôt souvent 2 jours, pas 4 jours, ça dépend, c'est co-construit. Et puis à la fin de ces 2-4 jours, si ça continue, si vraiment, là ils commencent vraiment à savoir de quoi on parle. Mais avant, ils ont lu le bouquin, ils ont lu la BD, mais en fait, ils savent rien. Ils savent juste mentalement. Là, ils commencent à comprendre par les tripes, jusque dans les tripes, ce que c'est et si ça leur parle. Alors, bon, en général, ça marche très fort parce qu'en fait, comme c'est un outil managérial, c'est étonnant le nombre de réponses que je peux donner, que l'outil donne à travers moi, mais que l'outil donne à des problèmes que la plupart des patrons se posent depuis des années, voire des dizaines d'années. Et puis ensuite, ils ont souvent, pas tout le temps, mais souvent, ils ont vraiment envie d'y aller. Il y a des limites qu'on retrouve là, mais si la culture est assez saine, au sens où la politique n'a pas été développée à un point tel que sortir, parce qu'en fait, passer à un modèle constitutionnel veut dire passer d'un système assez opaque, assez implicite, où les jeux politiques font loi, un système où c'est que les attendus explicites qui font loi. Donc, plus le système est facile à comprendre, plus le système est politisé. Je connais une entreprise, c'est vraiment le roi avec sa cour. C'est incroyable. Et c'est normal. Avec le système managérial qui a tellement de trous dans la raquette, c'est normal, il n'y a pas de critique. Mais ceux-là, ils vont avoir beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Ça, et puis la culture des divas. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a des divas. C'était le monde de la recherche, par exemple. Waouh, c'est chaud, c'est difficile. Donc, plus il y a cette espèce de culture de diva et de jeu politique, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment très difficile. Parce qu'on passe à quelque chose qui est explicite, où on est tous au service, non pas de soi, mais au service de l'entreprise. Ce qui est juste du bon sens, mais les gens l'ont oublié. Hein. Mais c'est inconscient, il n'y a pas de critique, encore une fois, mais ils ont oublié en fait que s'ils étaient payés, ils étaient au service de l'entreprise et pas l'inverse. Et j'ai souvent cette discussion-là, c'est assez hallucinant. Et puis, quand les gens me challengent un peu, je leur dis, il n'y a pas de souci, si tu veux vraiment être à ton service, tu as qu'à créer ton entreprise. Pour l'instant, tu es salarié. Donc, on va jusqu'au bout là-dessus, des trucs qui dérangent un peu, mais qui sont juste du bon sens. Je suis inchallengeable là-dessus. On va être au service donc de la raison d'être de l'entreprise, d'un intérêt général qui n'est même pas l'intérêt du nous, c'est bien plus que ça, c'est la raison d'être de l'entreprise vue comme un être vivant doté de sa propre identité, et donc de suivre ce vers quoi elle aspire à être. Et c'est ça dont on parle. Donc, première étape, c'est savoir de quoi on parle, pratiquer. Ensuite, faire le tour donner une chance à chaque collaborateur, enfin nous c'est comme ça qu'on le fait maintenant, donner une chance à tous les employés, tous les collaborateurs, de se forger une opinion sur ce dont on parle. Et donc, pareil, ça passe par de la pratique. Alors, on fait plus court en général, on fait des formats d'une demi-journée ou par petit atelier pour qu'ils sentent juste intuitivement. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que l'holacratie au bout d'une demi-journée? Non. Les autres non plus au bout de 2 jours, de toute façon. Mais ils sentent. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient l'expérience, qu'ils aient le goût. Et que ça leur dise plutôt oui, plutôt non. On leur fait confiance, non pas à un modèle intellectuel avec payback, machin, et la liste détaillée, enfin, comme on sait faire, qui marche plus, on sait bien. Mais on les fait ressentir et pour qu'à la fin, ils puissent se forger une opinion qui vient pas que du mental. Et si, d'ailleurs, on fait un sondage anonyme et puis si on avait moins de 95% de gens qui sont oui, nous, on dirait aux dirigeants surtout qui n'y aillent pas tout de suite, qui comprennent ce qui se passe, mais qui n'y aillent pas. Et puis 95, plus on regarde les autres, s'il y a des non, c'est un peu embêtant, faut regarder, il faut creuser. En général, c'est des je ne sais pas. Parce qu'en fait, ce truc, holacratie, même s'il n'est pas parfait, il y a des limites.
il est tellement naturel, alors que tout le monde pense que c'est pas naturel. En réalité, c'est hyper naturel. C'est nous qui sommes devenus pas naturels à force de fréquenter des mondes pas naturels. Et du coup, voilà. Et puis une fois qu'on a ça, alors après, il y a d'autres étapes. Mais c'est juste pour commencer à alimenter la conversation sur la transition. Et vous avez raison de dire que c'est la difficulté, c'est pas Holacracy qui est difficile, c'est la transition. La preuve, c'est que quand vous prenez, j'ai cité Morningstar tout à l'heure. Morningstar, c'est une des entreprises au monde. Moi, je les connais pas toutes, mais c'est une, en tout cas. Tout le monde a entendu parler à travers les livres qui ont été publiés dessus, mais c'est une des entreprises réputées pour être une des plus avancées en matière de self-management, qu'elle n'est pas à 100%, encore une fois. C'est une asymptote probablement pas atteignable tout de suite. Et en fait, ils ont démarré comme ça. C'est-à-dire que l'équivalent de la Constitution, c'est dans leur charte, leur convention, ils ont des choses très, très concrètes qui ont été faites d'entrée de jeu. Et donc, ils ont pu construire là-dessus. C'est beaucoup plus difficile pour une entreprise qui, effectivement, a déjà un jeu de jambes, a déjà une culture, un mode de fonctionnement, une tradition qui fait loi, de passer de ce truc qui fait loi à des règles qui fassent loi et des règles explicites qui fassent loi. C'est un changement énorme. Oui, je veux bien vous croire parce que je vous dis, moi, ça m'a beaucoup questionné. Et en parlant de ça, donc vous avez un peu évoqué les limites, c'est-à-dire qu'une entreprise qui serait très politisée, où tout le monde n'adhère pas, où on est un patron un peu Dieu tout-puissant, ça serait compliqué à mettre en place. Mais est-ce qu'il y a des limites qui sont apparues après avoir fait une transition dans une entreprise? Est-ce qu'il y a d'autres limites que vous avez pu découvrir pour l'implantation de Holacracy? Toutes les limites, je les ai découvertes en implémentant. Moi, je ne développe pas du tout de théorie. Je ne pars pas d'une théorie chez l'inverse. Moi, tout ce que je vous raconte, je peux l'illustrer avec plein de cas concrets. Donc, les limites, je les ai vues après avoir testé. Et juste pour rebondir, un patron tout-puissant, c'est parfait, ça gêne pas. Un patron tout-puissant, ça gêne pas. S'il est d'accord pour se transformer, c'est-à-dire s'il y a une autre question qui l'amène à se transformer. C'est plus gênant d'avoir un patron qui n'est pas puissant du tout. Genre le patron qui n'a aucun poids. Ouais, qui délègue son auto. Parce qu'en fait, il y a une grosse confusion. Il y a tellement de choses qui se disent sur le net et qui sont fausses, entièrement fausses. Enfin, je vais vous paraître arrogant, mais il faut que le patron lâche prise. Ça veut rien dire. Sous-entendu, la plupart des gens, quand ils entendent ça, ils comprennent que le gars, il faut qu'il arrête, il faut qu'il renonce au pouvoir. Non, c'est une erreur, c'est une illusion. Regardez tous ceux qui ont regardé Bonheur au travail ou Arte, les dirigeants, et puis qui derrière ont dit allez, j'arrête, moi, je renonce au pouvoir, débrouillez-vous. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai plein de patrons que j'ai rencontrés qui sont dans la mouise à cause de ça. Non, c'est juste une façon de changer la façon d'exercer le pouvoir. C'est plus subtil. Et donc, un patron tout puissant, c'est très bien. À partir du moment où il accepte de transformer ses comportements et d'utiliser toute sa capacité, on suppose qu'il est bon, parce que, supposons ça. Et évidemment, sinon il ne serait pas patron. Soyons un peu réalistes. Donc, s'il est tout puissant, ça veut dire probablement qu'il a une capacité étonnante à ressentir les besoins de l'organisation. Et que la façon dont il le faisait, là, quand on utilise tout puissant, c'est probablement que ça faisait du dégât d'un point de vue RH. On peut comprendre ça. Et en fait, celui-là, il faut surtout qu'il garde son talent de ressentir mieux que les autres les besoins de l'organisation. Simplement, on va lui demander d'exercer son pouvoir autrement et de façon encore plus puissante. Et donc, paradoxalement, je pense qu'avec Holacracy, un patron tout puissant, qui désapprendrait ses anciens comportements, ses habitudes, pour en apprendre de nouvelles en ligne avec ce truc qu'on appelle Holacracy, il serait encore plus puissant. Non pas sur les personnes, mais sur l'organisation. D'accord. Et il quitterait d'ailleurs une illusion de pouvoir, qui est un faux pouvoir, par la carotte ou par la peur. Ou par la carotte ou par la peur. Et puis, ce qui est vrai pour le patron est vrai pour tout le monde, à condition de s'emparer. Donc, en fait, le pouvoir, dans le modèle mental, les gens pensent que le pouvoir est une quantité finie. Alors, si c'est une quantité finie, si moi, je suis un patron tout puissant, j'ai peut-être 95, il faut que je me retire du pouvoir pour en donner aux autres, comme ça les autres en auront plus. Ça, c'est le modèle mental. Non, ça marche pas du tout comme ça, Holacracy. Non. Le pouvoir est une quantité illimitée, mais on parle pas de la même chose. On passe du pouvoir à la puissance. La puissance sur l'organisation et non plus sur les personnes. Qui était une illusion de pouvoir de toute façon, on le sait bien, puisqu'on ne peut pas gouverner les personnes, qui est une croyance que j'ai fondamentalement. Très bien. Alors, si on revient aux limites que vous avez découvertes en implémentant, ouais. Qu'est-ce que ça donne ?
Bah, la première limite, s'il n'y a pas de raison pour le faire, il y a des gens qui font, il y a un effet mode. Il y a des gens, enfin, j'ai rencontré des patrons qui ont même publié des vidéos en disant nous, on fait holacratie pour faire bien et recruter, développer sa marque employeur, c'est à la mode, et puis recruter du monde. Il ne sait même pas ce que c'est. Et donc, la probabilité qu'il ait fait est faible. Et donc, la limite, c'est ça, c'est d'avoir une bonne raison pour le faire. Parce qu'il n'y a pas que holacratie, je veux dire, vous pouvez très bien transformer votre entreprise autrement. Il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que ça, c'est la première limite. Après, un patron qui n'assumerait pas son pouvoir, ça aussi, c'est une limite. Je comprends qu'on ait développé ça dans le modèle conventionnel, mais c'est pas. Et pour les raisons que je viens d'expliquer avant, je ne vais pas développer. Après, si les réflexes, si les jeux politiques, les jeux relationnels sont tellement développés, il y a des entreprises comme ça. J'en ai connu une à laquelle j'étais aussi, qui font que ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'en fait, c'est l'opposé. On passe d'un modèle de cette nature-là à un modèle où en fait, c'est juste la seule autorité est celle qui est explicite et décrite d'ailleurs, un logiciel qui est transparent, donc aux yeux de tout le monde. Donc, il y aurait tellement de hors-jeu fait par les managers qu'à chaque fois qu'il y a un hors-jeu, en dehors des règles du jeu fait par un manager, c'est une autorisation aux autres de ne pas respecter les règles du jeu. Vous connaissez la théorie de la vitre brisée. Donc, ça ne pourrait pas marcher parce qu'en fait, comme pour tout d'ailleurs dans les organisations, un des facteurs clés de la réussite, c'est la capacité du dirigeant et des managers de dépasser une crise d'identité, peut-être qu'on développera ça, pour modeler la pratique la plus parfaite possible du respect des règles du jeu, puisqu'on veut ça. Et sinon, les collaborateurs n'iront pas. C'est difficile pour eux. Après, il y a une grosse limite qui est sur un autre axe, qui est sur les capacités managériales. Comme le management, alors vous allez me trouver un peu radical, mais je le pense, donc je vais le dire. Comme je pense que le management n'est absolument pas outillé, que les écoles qu'on qualifie de management, en fait, c'est des écoles commerciales, mais pas de management, ou de business plan, mais pas de management. Du coup, il ne faut pas s'étonner que dès qu'on y regarde d'un peu près et qu'on commence à rendre des choses explicites, parce que c'est ça une des grosses valeurs ajoutées de holacratie, c'est qu'elle rend les fonctions managériales explicites, elle ne les supprime pas, évidemment, contrairement à ce que la plupart des gens croient. Holacratie, ça ne veut pas dire il n'y a plus de chef ou il n'y a plus de manager, pas du tout. Les fonctions managériales, holacratie ou non, elles seront toujours là. Si vous voulez, vous savez très bien que c'est impossible de faire tout ce qu'on a à faire dans la réalité, dans une entreprise. Donc, il faut bien qu'on fasse par exemple, on fasse des focus, des priorités. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont ce talent de savoir trancher des priorités. Ceux qui ont ce talent-là, probablement que ça fait des managers. Donc, ce talent-là, on en a besoin. Et croire que tout le monde, de façon consensuelle, peut incarner ça, c'est une illusion totale. Il y a des gens qui s'en fichent, c'est pas du tout leur talent, ils en ont d'autres. Pourquoi les embêter avec ça? Donc, ces fonctions managériales, elles continuent d'exister, elles continuent d'être incarnées, et simplement avec un mixte d'une incarnation à travers ce qu'on appelle le leader de cercle en holacratie, et puis chacun dans ses rôles est amené à gérer ça. Ce que je voulais dire, c'est que on se rend compte, quand on commence à gérer la transition d'une entreprise, que le niveau managérial, ce qui est assez peu d'ailleurs connu et évalué de manière objective dans les entreprises classiques, le niveau managérial n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer si on s'était posé la question de ce qu'on croyait qu'il était. Et du coup, on a finalement un management qui pourrait gagner en maturité. Et il y a probablement un minimum de maturité du management pour qu'une équipe avec un tel manager soit en capacité d'aller vers le self-management. Donc, on regarde ça parce que mettre en place holacratie dans une équipe où le manager n'a pas ce niveau de maturité, c'est les envoyer au casse-pipe. Ça ne va pas le faire. Parce que le paradoxe, c'est que pour aller vers le self-management, c'est-à-dire la capacité des personnes à gérer eux-mêmes leur rôle, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a un cadre, ça aussi c'est une croyance, c'est faux, bien sûr que non. Mais en tout cas, on leur demande quand même, dans la holacratie, on leur demande de savoir gérer eux-mêmes leur rôle, à prioriser leur rôle, d'identifier, de prendre du recul par rapport à leur rôle, d'identifier ce qu'on appelle les tensions, des écarts entre ce qui est et ce qui pourrait être. Des choses qu'ils ne faisaient probablement pas avant. En tout cas, dans mon expérience directe, pour faire ça, regarder tous les jours les organisations, ils ne le font pas avant, c'est pas vrai. Je parle de très très grande majorité. On est au-delà de 90% quand je vous parle.
Donc, ils portent des fonctions managériales qui avant étaient portées normalement par le manager. Pour les aider à aller vers ça, qui est différent, donc ils ne font plus, on leur demande plus de faire leur travail, on leur demande de gérer des rôles. C'est une réalité, c'est pas de la démago. À tel point d'ailleurs qu'on va modifier, probablement pour certaines entreprises, on les accompagne jusqu'à modifier le contrat de travail, règlement intérieur évidemment, mais en plus le contrat de travail pour qu'ils puissent, on leur demande plus de faire du travail, on leur demande de gérer des rôles, ce qui n'a rien à voir, rien à voir. Mais pour qu'ils aillent vers là, d'abord il faut reconnaître que tout le monde n'est pas prêt à le faire et donc accepter qu'il y ait deux modes. Et ce qui nous a valu nous de faire des amendements à la Constitution, parce que la Constitution de la démocratie, c'est une des limites, ne permet pas ça. Et puis la deuxième chose, c'était pour aller vers self-management, ça passe par un accompagnement, et cet accompagnement, qui d'autre que le manager de proximité, leader de cercle, peut le faire? Personne. C'est pas des formations, c'est pas du consulting, pas du coaching, ça suffit pas. Pour en parler, il faut aller vers des mécanismes. Bref. Du coup, ça nécessite que le management ait un certain niveau et que d'ailleurs son niveau augmente. Et donc, pour ça que nous on dit, pour mettre en place là où on en est, c'est que pour aller vers self-management, non seulement il faut du management, mais en plus il faut davantage de management qu'avant. Et c'est ce que nous on appelle l'excellence managériale dans notre jargon. On fait des formations là-dessus pour propulser le management à un autre niveau qui modèle l'holacratie, donc il n'aura plus du pouvoir sur une puissance avec ou une puissance sur l'organisation et qui puisse modeler, mais ça ne suffit pas, il faut qu'en plus il puisse avoir un minimum de capacité de se centrer sur l'autre, d'haltérocentrage, on dirait empathie, mais après il y a des connotations derrière, mais en tout cas la capacité de voir où se positionne et puis de le mesurer, donc il y a des systèmes de base derrière, sinon on ne va pas s'en sortir, mais mesurer là où en sont, faut l'outiller, où en sont les personnes pour pouvoir modeler ou donner les points de coaching qui vont bien, les justes points de coaching qui vont bien pour que les personnes puissent grandir. Et donc la barre est haute pour le management. Ça c'est donc la deuxième grosse limite, c'est le niveau managérial. Okay. Mais ça doit être aussi une limite pour le salarié, l'employé qui n'a jamais eu à se responsabiliser. Parce qu'il y en a aussi, ça leur va bien. Faut être clair. Hein. Ça leur va bien et quand on essaye de leur donner plus de responsabilisation. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs expériences dans ma vie où finalement, la situation d'avant, elle était bien, elle était confortable. C'est le patron, c'est le manager qui prend les décisions, qui prend les risques. Et puis moi, je suis et puis je fais juste ce qui a marqué sur ma feuille et point. Ouais. C'est vrai, c'est juste, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien demandé. C'est pour ça qu'on a besoin de leur demander leur avis, mais même s'ils sont OK, de toute façon, la problématique est la même. Il y a plein de gens j'ai plein d'exemples en tête là quand je vous parle, de gens qui sont venus me voir, qui ont dit Bernard Marie, c'est super ton truc là, mais moi non. Moi je fais mon boulot, quand je rentre le soir, je veux pas y penser. Ouais. Et ils ont raison. Ils ont raison. Et je lui ai dit, en général, je deviens ami parce que je pense que la clé, c'est de le reconnaître et de l'accepter. Et alors, si je prends cet exemple-là pour qu'on soit très concret, et je suis devenu ami avec cette personne, je lui ai dit, t'as raison, pas de problème, c'est ta vie. et du coup, cette personne-là, pendant 6-7 mois, donc moi, on a une façon d'intervenir qui fait qu'on connaît tout le monde assez rapidement. Et donc, j'ai salué, etc. On a créé discuté, en plus, hyper sympa. Donc, on m'a même invité chez elle, etc. Enfin, peu importe. Et à un moment, et moi, à chaque fois que je la voyais, je jouais avec elle. Je dis, bon, est-ce que tu as une tension? Parce qu'elle avait appris le mot tension. Est-ce que tu as une tension? Tu n'as pas envie de jouer une fois? Non. Réessaye demain. C'est le jeu. Et puis un jour, elle m'a dit, écoute, Bernard Marie, c'est bon là. J'en ai une, tu y arriveras jamais. Je dis, non, moi, je ne vais pas y arriver, mais toi, tu vas y arriver. Et puis, elle a joué, et puis ça a marché. Et cette femme qui voulait absolument pas et elle a plongé derrière. Elle a demandé à se former, elle est devenue facilitatrice, etc. Donc je raconte pas cette histoire en sous-entendant que tout se passe comme ça. Ce que je suis en train de dire, je pense qu'une des clés, c'est d'accepter ça et de reconnaître que oui, on leur a jamais demandé ça. Ils ont été recrutés pour faire leur boulot. Surtout que là, on était dans des jobs très manuels, parce que je suis l'exemple que j'ai pris. Voilà, il n'y a aucune raison de pousser. On tire pas sur la queue des radis pour les faire pousser plus vite, ça marche pas comme ça. Donc, il faut laisser. Et puis, attendons-nous quand même si vraiment on est authentique et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il peut y avoir des changements de ce type-là. Et puis, il y en a d'autres qui ne le changeront pas.
Après, il y a une autre question dans la durée, c'est est-ce que les personnes qui ne changent pas sont en ligne avec les besoins d'entreprise ou est-ce que les besoins d'entreprise ont évolué? Là, c'est d'autres gestions. Et une entreprise peut évoluer, il n'y a pas de souci avec ça. Et en tout cas, avant ça, eh bien, le processus de recrutement, il a été modifié. Le processus de recrutement, il a été modifié en intégrant cet élément-là et un autre sur la raison d'être, mais là, on parle de ça, en disant, ben oui, on veut recruter maintenant des gens qui ont un certain niveau de leadership, de self-management. Et ça devient le critère numéro 1 avec la raison d'être. Très intéressant. On pourrait en parler des heures, en fait. Oui. C'est terrible. Alors, on va pas en parler des heures, même si je suis bien tentée. J'ai ouï dire que vous écriviez un livre sur alors c'est sur la suite d'Holacracy, c'est sur les retours après 10 ans, ça se situe comment par rapport au livre Ouais, c'est les conclusions de notre institut de recherche sur 10 ans après. C'est centré sur tout ce qu'on a appris pendant 10 ans. Donc, c'est sur le management, on va dire, et sur le self-management. Et on a une chance d'avoir cuisiné ça parce qu'on est allé au bout avec un outil aussi rupturiste que Holacracy. Oui, parce que on écrit ce livre j'ai écrit ce livre parce que il y a tellement de choses qui se disent qui sont fausses. Et lisez, moi je lis les articles, les machins, c'est hallucinant. Des gens qui n'ont jamais été managers, qui écrivent des trucs là-dessus, et des gens pour les écouter. Bon, et chacun est libre, mais moi ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. Et je me dis, pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir des informations, et je dis pas que j'ai la vérité, mais bon, moi je suis appuyé avec des cas concrets pendant 10 ans, etc., etc. Et je sais très bien que je sais rien, mais il y en a d'autres qui devraient le savoir, un peu plus qui savent rien. Et du coup, je me dis, bah oui, on a sûrement un rôle, nous, notre institut, c'est en ligne avec notre raison d'être, de communiquer et puis d'éduquer le marché sur ce qu'on a appris. On ne sait pas tout, mais ce qu'on sait, on veut bien le partager. Voilà, donc ça va au-delà de Holacracy, ça intègre les limites de Holacracy, parce que Holacracy, à mon avis, est l'avantage énorme de Holacracy, c'est d'avoir été le premier modèle managérial et self-managérial constitutionnel, qui a des limites notamment sur le management et le self-management. Mais qui est constitutionnel. Je ne crois pas qu'il y ait, sauf une start-up type Morningstar, mais la plupart des gens ne sont pas toutes les entreprises qu'on accompagne ne sont pas dans ce cas-là. Je ne crois pas qu'on puisse aller vers le self-management, c'est une des conclusions que je développe, sans passer par la case management constitutionnel. Je ne crois pas. Et je ne peux pas être certain à 100%, évidemment, mais j'ai beaucoup d'arguments concrets. Et donc, ceux-là, je voudrais les communiquer pour apporter un peu d'éléments. Voilà, c'est ça l'objectif. Et alors, quand est-ce qu'on va pouvoir le lire? Écoutez, je ne mets pas trop de pression, mais l'éditeur, parce qu'on a un éditeur, il vise mars. Bon, peut-être qu'il a raison. On va surveiller ça de près. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Je pose toujours 3 questions à mes interviewés, donc vous n'allez pas faire exception. Donc, okay. La première question, c'est quel est votre livre préféré, tout style confondu, que vous lisez, relisez, et pourquoi? Moi, le livre que je préfère, c'est… Bon, il y a plein de livres, je lis beaucoup, il y en a plein, mais là, celui qui me vient, c'est Adamas. Adamas, je ne sais pas si c'est un livre très connu, Adamas, maître du jeu. C'est un livre qui a été écrit par un certain Laurent Ladouari. Alors, c'est un conte. Il est sur la transformation. Et il me touche particulièrement parce que il est vraiment en ligne avec, ça résonne pour moi très fort. Je ne crois pas que la transformation puisse se faire dans le confort. C'est pas vrai. J'y crois pas. Je suis d'accord avec vous. J'y crois pas. Et, beaucoup de gens me reprochent, on me dit Holacracy, oui, mais il y a de l'inconfort. Ben oui. Mais s'il n'y a pas d'inconfort, probablement que tu ne changes pas grand-chose. Et je suis pas en train de dire il faut viser l'inconfort pour l'inconfort, mais c'est juste une loi que les gens adorent oublier. Mais c'est une espèce de pas faire face à la réalité. C'est que je pense que dans l'apprentissage de l'être humain, toutes les phases d'apprentissage passent par cet inconfort. Et de savoir, de se rendre compte justement que je ne savais pas. Et là, c'est très inconfortable. Ça peut être très inconfortable. Et ce livre-là, il est juste là-dessus. Il est vraiment fondé là-dessus. Donc, je crois aux ruptures. Et de toute façon, la vie est rupture et on passe par de l'inconfort. La frustration, l'inconfort ont une raison d'être. Et tous ceux qui nient ça en disant non, on va se transformer dans la douceur, je rigole. J'y crois pas. J'ai jamais vu. J'y crois pas. Donc, voilà, ça, c'est mon livre préféré. Vraiment mon livre préféré.
Mais pour rebondir là-dessus, en général, on dit que pour se transformer, pour apprendre ou pour changer, il faut sortir de sa zone de confort, justement, pour aller vers un endroit inconnu où on n'a plus de repères, où on est un peu perdu, et là, on avance. Sinon, Et en si on même reste dans temps, son petit cocon de base, il n'y a pas grand-chose qui se passe. et il y a assez peu de gens qui ont la capacité de manière proactive, sans être déclenchés par quelque chose, de sortir de leur zone de confort. Et regardez autour de nous, c'est d'une banalité ce que je viens de dire. Non, mais c'est très vrai. Alors, question suivante, un mantra, une citation, un petit quelque chose comme ça qui vous accompagne depuis des années, toutes vos journées. Moi, j'en ai plusieurs, mais ce qui me vient là tout de suite, c'est quand je commence à être un peu… c'est plusieurs fois par jour, hein, c'est devenu un réflexe. Quand je commence à être un peu stressé, ou disons que j'ai développé ma conscience à voir quand je peux être un peu stressé, c'est pas bon pour la santé, ça. Et quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, c'est-à-dire lorsque je fais pas un avec la réalité. Donc, mon mantra, c'est de me rappeler que la vie est un jeu et de laisser être ce qui est comme c'est. Et là, on est vraiment sur le fond de ce que je vise, au-delà de tout ce qu'on peut se raconter. Sur le fond, c'est finalement, j'aimerais faire un avec tout ce qui arrive, sachant que c'est pas moi qui crée tout ce qui arrive, c'est un peu plus compliqué que ça, et puis ça dépend qui on met moi derrière, mais et j'observe, alors je vais faire le lien avec tout ce qu'on a discuté parce que c'est en lien, tout ce que je viens de vous dire est en lien. Parce que ma pratique, moi ça fait, dans la société dans laquelle je suis, on pratique Holacracy depuis 10 ans, donc on est les 2 plus anciennes entreprises avec Holacracy One à pratiquer Holacracy au monde. Et je me suis rendu compte que mon agilité, ça c'est le mot, la mode, l'agilité, mon agilité personnelle, parce que l'agilité d'entreprise c'est bien, mais ça ne passe que si elle est incarnée par les personnes, hein, soyons réalistes. Donc la vraie chose intéressante, c'est pas l'agilité de l'entreprise, c'est l'agilité des personnes au sein de l'entreprise. En fait, je me rends compte qu'Holacracy, et je pourrais développer après pendant des heures aussi, mais on va pas le faire probablement, c'est que le fait de pratiquer Holacracy m'a fait découvrir des angles morts dans lesquels j'ai vu des travers qui m'ont amené à faire face à la réalité ou à faire les cycles de deuil lorsque quelque chose ne me convient pas de plus en plus vite. Et je suis impressionné. Il y a 10 ans, pour certains sujets, j'aurais mis 3 jours à m'en remettre, voire plus. Là, maintenant, ça dépasse rarement, 2 minutes si vraiment je suis fatigué. Donc, en fait, j'ai développé mon agilité avec ma définition, qui est ma capacité à accepter la réalité quand je n'accepte pas, c'est-à-dire à faire le cycle de deuil face à une réalité qui ne me convient pas. C'est une espèce de résilience accélérée. C'est ça, c'est de la résilience accélérée. C'est ça dépend quel modèle, ou la boucle du deuil de Kübler-Ross accélérée. Faire le deuil, l'objectif c'est de le faire de manière instantanée, ça serait top. Mais je vois ça, donc une grande souplesse, une grande fluidité se développe. En tout cas, bon, c'est vrai, je viens de très loin, hein, mais je vois et j'ai encore plein de programmes, mais je vois l'écart. Je regarde sur 10 ans et je me le fais renvoyer par ceux qui me connaissent, c'est hallucinant. Donc voilà, du coup, la vie est un jeu, ça me permet de prendre la distance et de me désidentifier. Surtout pour moi, c'est facile de m'identifier parce que comme je suis passionné, je peux vite être dans le jeu. Comme quand vous jouez à un jeu et que vous êtes passionné, vous prenez dans le jeu. Ouais. Et donc, j'ai besoin de cet outil qui, ok, tu te prends pour me désidentifier du jeu, qui me permet, quand j'y reviens, d'y aller davantage, avec davantage de focus. Donc ça, c'est plusieurs fois par jour. Très intéressant. Moi, je me dis que c'est juste un rôle que j'ai. Et ça me fait penser à tous les rôles dans Holacracy qu'on peut avoir. Mais c'est un peu ça, pour prendre du recul, ça aide aussi. Et alors, dernière question, comme ProductiveU est quand même fondamentalement quelque chose qui doit aider à la performance et améliorer de la performance ou de l'efficacité personnelle ou professionnelle. Quel est un truc que vous aimeriez partager avec nos auditeurs sur une méthode que vous avez utilisée, que vous utilisez pour gagner du temps, pour vous faciliter la vie, même un tout petit truc? Il y en a plein, mais qui me vient là tout de suite. Déjà, c'est lié à Holacracy. Je vais en donner 3 rapides, mais lié à Holacracy, le fait que de savoir, moi j'ai toujours été en posture de dirigeant, donc d'entrepreneur dirigeant, donc le fait de passer en Holacracy, ça soulage énormément parce que je sais exactement ce sur quoi j'ai autorité et ça m'amène à accepter, à lâcher, mais à laisser l'autorité aux autres sur les sujets qui gèrent. Et ça détend énormément. Et cette détente-là, il faut la mériter, hein, ça a un prix. Hein. Le prix de développer.
le prix de développer le followership. Et le fait de développer cette polarité du followership, c'est-à-dire le fait d'être capable de suivre les autres dans leur autorité, m'a augmenté du même coup mon leadership. Parce que les deux vont ensemble, c'est comme le yin et le yang. Bon, on pourrait développer celui-là. La deuxième chose, c'est que moi, c'est ma biologie qui me guide. Moi, je suis hyper créatif le matin tôt. Et donc, le truc que je fais, c'est que tous les matins, ce matin c'est comme ça, tous les matins, je me lève tôt, parce que c'est naturel chez moi, et je me colle sur les sujets importants et pas urgents. Parce que c'est ça l'essentiel. Ce qui est important et ce qui n'est pas urgent. J'exècre ce qui est urgent. Et plus je suis capable de développer l'important non urgent, plus la probabilité est faible que j'ai des trucs importants et urgents. C'est clair. Bon, voilà, c'est la matrice d'Eisenhower, bien connue. Mais je fais ça. Et puis, je gère aussi le flux parce que malheureusement, ce modèle-là, il n'est pas suffisant. Donc, il y a aussi le flux. Il y a des activités en flux. J'ai des réponses à des clients, des choses comme ça. Et donc, moi, j'ai développé mon modèle il n'y a pas une méthode qui marche. Ah, si, c'est le truc que je peux donner. GTD. Les gens qui vont vous dire GTD, ça marche. Ouais, c'est sûr. David Allen, il est convaincu. Moi, je dis GTD, ça marche pas. Je dis Eisenhower, ça marche pas. Enfin, je dis toutes les méthodes marchent pas. Ce qui marche, c'est d'être capable d'assembler, parce que c'est pas la même chose. Si vous avez une activité que de flux, GTD vous sert à rien. Si vous avez une activité que de projet, oui, GTD, vous pouvez y aller. Mais si vous avez une activité mixte, qui est la plupart des gens comme moi, GTD, ça marche pas, Eisenhower, ça marche pas. Il faut un mix des deux. Il faut un mix des deux. Donc, développer le modèle. Voilà les trucs. Très bien, merci. Je vous rejoins. Alors, moi, je suis une fervente utilisatrice de GTD. Je fais pas sûrement tout bien 100%. Mais je fais des mix. Enfin, moi, c'est ma façon de faire aussi. Je pense qu'il n'y a pas de méthode universelle qui peut marcher à tout le monde. Il y a des principes, oui, de base. Mais après, on doit l'adapter à sa personnalité, au travail que l'on fait effectivement, à la variation dans le travail, parce qu'on peut avoir 3-4 semaines, on fonctionne comme ça, et puis ça change. Ou alors, on change de patron qui change complètement la façon de travailler, ou de client ou autre. Et donc, il faut s'adapter très, très vite. Mais voilà, je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, il faut savoir mixer plusieurs techniques. Et c'est ce que j'essaye de m'évertuer à faire, en tout cas par ce blog, c'est-à-dire ou ce podcast, à découvrir de nouvelles méthodes pour les partager, pour que chacun puisse créer sa propre boîte à outils et en prendre des choses qui lui conviennent ou qui conviennent à son environnement. Donc ça, c'est pour moi essentiel. Ouais. Très bien, Bernard-Marie. Écoutez, je vous remercie 1000 fois de cette interview et je pense que tout le monde aura été ravi d'en apprendre plus sur holacratie. Merci beaucoup et puis peut-être qu'on vous retrouvera sur un autre épisode. En tout cas, on note que votre livre sort bientôt, fin du premier trimestre 2020, si j'ai bien compris. Alors, merci à vous et merci pour vos questions, Priscille. Je vous en prie.